Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour un nouveau forum. Le monde change, l'Afrique bouge, dans un sens comme dans l'autre, guerre froide, pandémie, coup d'État. Quelle interprétation subtile peut-on retenir de ces réalités sensibles? C'est la question fondamentale au cœur du forum de cette semaine qui reçoit, pour vous, qui? Elman Godson. Grand maître, bonjour. Oui, bonjour cher ami, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Ça fait longtemps que j'ai invité à votre plateau, c'est vrai que chacun a des préoccupations, des Ben, un occupations. long temps relatif. Bon, relatif quand même, c'est vrai. Ben, c'est toujours un plaisir d'être invité, toujours un plaisir de partager des sujets assez pertinents et profonds. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons apporter quelques lumières donc, à ceux qui nous suivent sur votre chaîne formidable. Merci. Euh, je peux faire la confidence que vous êtes un fidèle de cette chaîne. Vous suivez régulièrement tout ce qui s'y passe, de même que l'actualité internationale. Pour un métaphysicien, en quoi c'est important pour vous de suivre l'évolution du monde? Vous savez, il y a un outil fondamental que nous utilisons en métaphysique. Je rappelle que je suis métaphysicien et que notre outil fondamental, c'est l'observation. Parce que si vous n'apprenez pas à observer, vous ne verrez pas les trois éléments de la métaphysique en mouvement, à savoir le principe, la loi et le fait. Ça veut dire que s'il y a des mouvements quelque part, il y a forcément une loi ou des lois qui font la récurrence de ce mouvement ou de ces mouvements. Parce que quand certaines choses deviennent cycliques, eh bien, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il faut y prêter un certain regard. Donc, quand on observe, on voit cette trilogie-là, à savoir le fait. Le fait nous dit quoi? Quelle est la loi? Est-ce qu'on peut corréler cette loi avec d'autres lois de la nature? Qu'est-ce que cela nous exige? Et ensuite, quel est le principe? Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, honnêtement, pour un métaphysicien, ça ne nous étonne absolument pas. Franchement, ça ne nous étonne pas du tout. Si un métaphysicien vous dit, ou un cyclologue vous dit que ça l'étonne, c'est qu'il ne connaît pas son métier. En fait, ça ne nous étonne pas. Et je voudrais rassurer les personnes que ceci n'annonce aucunement la fin du monde. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, l'univers a un cycle plus puissant que les comportements de débilité humaine et que quel que soit le comportement de l'homme, l'univers aboutira, n'est-ce pas, cycliquement à la fin de son processus de développement et l'homme ne pourra absolument rien. Il y aura des rumeurs de guerre, il y aura des rumeurs de fin du monde, mais ça ne proviendra pas, ça n'arrivera pas parce que l'univers a un projet, a un plan plus grand que le machiavélisme humain. Et ça, je pense que c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui. Donc, ceci ne nous étonne pas. Cela entre en droite ligne dans le changement des ères. Et aujourd'hui, quand on voit comment les choses se précipitent, on se rend compte que ces ères qui ont été tellement annoncées sont aujourd'hui en train d'ouvrir leur portail et qu'on ne pourra pas échapper aux grands changements qui vont arriver dans les consciences et dans les comportements de l'être humain. Et justement, vous lancez déjà le sujet en parlant des airs, E accent grave RE. Je suppose, quels sont ces airs qui peuvent nous permettre donc de comprendre le développement cyclique des faits qui nous sont désormais opposés? Alors, il faut dire que il y a un adage de chez nous, hein. Nous on est Togolais, on est Mina, on est de chez nous. Il y a un adage que je vais traduire en français, même si ce n'est pas juste, on va faire avec. On dit souvent que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère ne peut pas faire sa loi. Ça veut dire que l'enfant qui est dans l'utérus de sa mère subit ce qu'on appelle la loi de l'utérus. Ça veut dire qu'il y a un processus de développement qui s'impose à l'enfant. Depuis la rencontre des deux gamètes, ça va évoluer en allant et l'enfant va subir cette période cyclique dans le ventre de sa mère et lorsqu'il va arriver à sa période de maturation, l'enfant va venir, va être extériorisé, présenté au monde. Alors cette image, je souhaiterais que les gens la gardent vraiment profondément ancrée dans la tête pour ce qui va suivre. Parce que lorsque je fais des interventions, j'aime suivre une ligne suffisamment pédagogique pour permettre aux gens
en suivant les directives métaphysiques, de provoquer en eux-mêmes l'éveil. C'est cet éveil-là qu'on appelle l'éducation, d'accord? Pas une forme d'abrutissement, mais l'éveil à ce qui se produit. Donc, imaginez que l'espèce humaine, l'homme, vous et moi, la création, tout ce qui existe, nous sommes à l'intérieur de la nature. En fait, nous sommes dans l'utérus de la nature. Et la nature évolue selon des changements cycliques. On appelle cette science-là la cyclologie. La cyclologie commence déjà par ce que vous appelez une journée de 24 heures, une semaine, un mois, une année, un siècle. Vous voyez, maintenant, on va sortir de l'échelle humaine, on va aller au niveau donc des âges et des ères. Ça veut dire qu'il y a des changements dans la nature qui s'opèrent et ces changements sont évaluables selon des temps. Et ces changements minuscules au niveau de l'homme, les heures, les minutes, les heures, les semaines, les mois, ne sont que des cycles plus petits dans un cycle plus grand qui est dans un autre cycle encore plus grand, encore et encore. Et donc, on a là pratiquement l'idée de poupée russe. Ça veut dire que les cycles les plus petits dépendent inexorablement des cycles les plus grands. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous dépendons de l'activité du Soleil et de la Lune et de la rotation de la Terre et de la rotation de notre galaxie, de la rotation de la Lune. Si ces éléments changent, ne serait-ce que d'un micron, on a automatiquement sur nous ce qu'on appelle les changements cosmotelluriques. Ça veut dire qu'il y a des mouvements énergétiques qui s'imposent de facto à l'être humain. L'être humain est un microcosme qui subit les effets du macrocosme. Et ceci a été découvert depuis dans l'Égypte antique et cela a été appelé le nombre d'or. Vous savez, le nombre d'or est cette équation mathématique qui s'exprime simplement de la façon suivante. Il dit que un ensemble est à un sous-ensemble ce que le grand ensemble est à cet ensemble. Donc, je vais le dire d'une autre manière et vous allez comprendre. Lorsque les sociétés dites primitives, que moi j'appelle les sociétés chthoniennes, qui étaient les sociétés premières, puisqu'une société chthonienne, c'est une société à mémoire collective. C'était le fondement des communautés africaines. D'accord? Et donc, lorsque les premières sociétés commençaient à se mettre en place, les gens observaient ce qui se passait autour. Ils savaient que l'homme dépend de la nature, de comment la nature évolue, des cycles de la nature, des saisons. Vous savez, vous plantez à telle saison, vous récoltez à telle autre, vous subissez l'effet de l'harmattan, l'effet de la pluie, de la neige, ça dépend des pays. Donc ils avaient observé ça. Et quand ils commençaient à mettre en place les premières civilisations, ils avaient découvert le nombre d'or. C'est-à-dire qu'ils ont dit, un individu, c'est-à-dire que la société, la communauté doit être à l'individu ce que l'univers est à la communauté. C'est ce qu'on appelle l'ordre, la Ma'at, le Djed. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être dans un cycle antinomique au cycle de l'univers. Nous devons épouser la nature première des choses qui nous influencent et qui nous entourent, et surtout la nature première de la terre-mère et de la nature-mère dans laquelle on se trouve. Parce que la nature-mère a ses cycles, comme la maman a ses cycles menstruels, et l'enfant ne vient que suivant certaines périodes. De la même manière, la nature a ses cycles, c'est ce qu'on appelle la cyclologie, et nous subissons un peu cette nature. Et pour ce faire, ils ont commencé à réfléchir, et au fil des années, des siècles, ils ont compris qu'il y avait ce qu'on appelle des cycles, qu'on appelle les ères, ce qu'on appelle aujourd'hui les ères astrologiques. En fait, les ères astrologiques, c'est ce que vous appelez l'ère du lion, par exemple, l'ère du cancer, l'ère des jumeaux, ou l'ère du taureau, l'ère du bélier, l'ère du poisson ou des poissons, ou l'ère du verseau. Vous voyez? Et donc, ils ont observé non seulement la nature, mais ils ont observé la dimension stellaire, c'est-à-dire le monde d'en haut, le monde du ciel, et ils ont constaté qu'il y avait des changements, aussi bien dans le ciel, qui affectaient directement l'espèce humaine. Et à partir de ce moment, ils ont érigé la première, je vais appeler ça la première statue, je vais dire carrément gigantesque statue, qui va donner naissance à ce que nous appelons le point de départ de l'ère du lion. C'est ce qu'on appelle généralement le sphinx.
tout le monde a entendu parler du sphinx. C'est cet animal mythologique, mais qui ressemble beaucoup plus à un lion. Et donc, en construisant le sphinx, il y a donc à peu près 13 000 ans, pour être plus précis, disons un peu plus de 12 000 ans avant, un peu plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ, ils ont commencé à annoncer que nous rentrions en ce moment-là dans une ère qui était l'ère du lion. Et donc, ce que nos ancêtres égyptiens faisaient, puisque l'Égypte est 3 fois mère, hein, mère de civilisation, mère de la connaissance et mère de la science. Donc, étant donné que les Grecs ont été apprendre là-bas, que ce soit le calendrier, c'est là-bas que les Grecs ont appris, ils le reconnaissent, hein, et aujourd'hui... Appris et modifié, on dirait. Et appris et modifié, merci. Donc, c'est là ils ont appris. Ils n'avaient pas de culture authentique en matière d'observation de la nature pouvant tirer de façon conséquente une logique calendaire. Mais c'est nous qui leur avons appris cela. Mais et pour ouvrir une parenthèse, hein, est-ce que le calendrier africain ou élevé, par exemple, ne correspond pas plus à la réalité que le calendrier grégorien, le calendrier subdivisé en 13 mois avec 28 jours pour chaque mois, ce qui fait exactement 364 jours? Oui, il faut dire que quel que soit le calendrier que nous trouverons, il y aura toujours beaucoup plus de, disons, de rapprochement, de proximité que le calendrier grégorien. Puisque aujourd'hui, il y a le calendrier kamite aussi, qui dit que l'année commence en juillet. Est-ce que vous voyez? Donc, les Africains ont commencé à découvrir qu'il y avait vraiment une forfaiture en ce qui concerne les calendriers grégoriens et que nos calendriers reflétaient mieux notre culture. Puisque le calendrier est lié en fait au milieu de vie dans lequel vous êtes, à votre évolution sur votre espace géographique. Mais si vous importez un calendrier différent, ben vous aurez la saison des pluies des autres qui ne correspondra pas à notre saison et il y aura cette cacophonie-là. Donc nos ancêtres, eux, ils avaient tiré les saisons à partir de l'observation du cosmos et du fait que ces vibrations cosmotelluriques affectaient directement le vécu. Et ils ont compris que le règne humain, minéral, végétal et autres doit être en adéquation avec le mouvement cosmique des choses. Autrement, il y a Isfet, c'est-à-dire le désordre, il y a la maladie, il y aura tout cela. Et donc, comme je le disais tantôt, l'Égypte a mis en place ces statues-là qu'on appelle le sphinx, il y a à peu près 13 000 années. Or, le sphinx, c'est tout simplement le lion, l'ère du lion. Vous voyez? Et cela se passait il y a à peu près 10 000 à 11 000 années déjà plus tôt. C'est en ce moment qu'on entrait dans l'ère du lion. Or, chaque ère dure 2160 années. Ce qui veut dire qu'après l'ère du lion, on a dû traverser les autres ères, à savoir l'ère du cancer, l'ère des jumeaux, etc., l'ère disons du bélier, l'ère du taureau, l'ère du bélier. Et après, nous sommes tombés dans ce qu'on appelle l'ère des poissons. Or, l'ère des poissons était un peu ce qu'on appelait l'ère de la stagnation et du dogme. C'est en ce moment que les religions ont pris plus d'influence sur l'espèce humaine. Et il faut comprendre une chose. Toutes les ères sont au nombre de 12 et divisibles de moitié. Il y a une ligne directrice qui les sépare. Et cette ligne-là est tenue par le lion et le verseau. Ça veut dire que toutes les ères qui se trouvent dans l'espace entre le lion vers le verseau, telles que les ères que j'ai citées tout à l'heure, comme le taureau, le bélier, le cancer et tout ça, on les appelle plutôt des ères à dimension matérialiste. C'est-à-dire ce sont des ères qui nous envoient beaucoup plus dans la dimension matérielle des choses. De l'autre cadran, de l'autre côté du cadran, on a des ères beaucoup plus spirituelles, comme par exemple l'ère du Verseau et l'ère du Sagittaire, vous voyez, l'ère de la Vierge. Donc ce sont des ères qui vont changer complètement le paradigme. On va se retrouver dans l'opposition matière-esprit. Et donc, à partir de l'ère du Verseau, on va entrer directement dans l'ère de l'esprit et de la vérité. En ce moment, ce n'est pas nous les hommes qui dictons les ères. Les ères nous sont dictées sous forme de positionnement cosmique, d'accord, des vibrations depuis le monde cosmique. Et les humains subissent ce rayonnement cosmotellurique et les hommes ne peuvent pas s'y défaire. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. La nature possède l'intelligence supérieure que l'homme n'aura jamais pour défaire tout le machiavélisme de l'homme et son projet et l'obliger à suivre le mouvement des ères astrologiques. L'homme ne pourra pas s'en défaire. Il est obligé de le faire. C'est pour cette raison que nous, les métaphysiciens, nous disons, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de fin du monde, il n'y aura pas de guerre qui va mettre fin au monde. Ceci n'est pas prévu
dans la cyclologie universelle des cycles de la nature. Dans la cyclologie, c'est que nous passerons forcément à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, il y aura des esprits différents. Ceux qu'on appelle généralement les esprits réfractaires à l'ordre. Parce que l'ère du Lion jusqu'à l'ère des Poissons représentait l'autorité. C'est là où quand vous allez à l'école, le professeur, il est celui qui connaît tout. C'est lui qui nous dit ceci, qui nous dit ça, qui nous dit cela. Mais dans l'ère du Verseau, dans laquelle pour certains on y est déjà, pour d'autres on y est entré, parce que tout calcul fait, on se retrouve quand même à près de 2150 années. Hein. Ça veut dire que l'ère du Verseau, à proprement parler pour beaucoup d'observateurs, ne commencera qu'en 2150 ans. Et donc si nous entrons définitivement dans l'ère du Verseau, il y aura un tel bouleversement que tout le système politique, économique, tout le système social, tout le système actuel que nous connaissons sera complètement chamboulé pour aller dans un autre système ou une autre systémique qui va intégrer ce qu'on appelle les énergies chtoniennes, la vraie communauté, le soutien, l'entraide, et ça avec un soubassement spirituel. Observez aujourd'hui, tout le monde recherche la spiritualité. Tout le monde recherche la compréhension des principes premiers de la nature. Tout le monde veut comprendre pourquoi les choses sont ceci, cela. Même les gens qui appartiennent aux religions finissent par s'enlacer et partir parce qu'on leur dit de faire la même chose tous les jours et à un moment donné, ils finissent par se dire mais il y a quelque chose d'autre forcément. Donc, cette ébullition-là va commencer d'abord dans les esprits, dans les consciences et cela va commencer à se matérialiser. Donc, il faut que les gens comprennent, pour me répéter, et j'aime bien me répéter, que l'homme est un enfant dans le ventre de sa mère. Nous sommes des enfants dans le ventre de la nature, dans l'utérus de la nature. La nature a un cycle absolu. Ce cycle-là, c'est la cyclologie universelle. Dans cette cyclologie, le mouvement de la Terre avec le Soleil, la Lune, les autres planètes et notre galaxie suivent des mouvements réguliers. Ces mouvements s'échelonnent sur ce qu'on appelle des aires astrologiques. Ces aires sont calculées en tenant compte simplement de la précession des équinoxes. Ça veut dire tout simplement que la rotation de la Terre sur son axe incliné induit dans ce mouvement de toupie de la Terre, induit au niveau donc de l'axe incliné, un autre mouvement de 26 000 années. Ce mouvement de 26 000 années, c'est lui qui impose le rythme cyclologique dont on vient de parler. Donc quand vous prenez 26 000 années divisé par 12, puisque notre Terre va passer dans les 12 signes astrologiques, vous avez naturellement 25 900, 50 années. Arrondi, ça fait 26 000 années. Vous divisez 26 000 années par 12, vous allez avoir peut-être 2150, 2600, 2300, ça dépend de chacun. Et donc nous subissons ces aires astrologiques comme on subit l'horoscope. Mais ici, ce n'est pas l'horoscope, c'est pire que l'horoscope. Parce qu'ici, il s'agit d'une position d'un degré, d'un millidegré, qui change complètement. Regardez, hein, par exemple, la Terre est inclinée de 23 degrés et plus. Des fois, ça change. Ça peut être 24 degrés, ça peut être 25 degrés. Imaginez que lorsque la Terre change son inclinaison de 1 micron de degré, ça fait basculer totalement notre référence climatique. Ça veut dire que le mouvement de la Terre, la rotation, la révolution, le mouvement écliptique, quel que soit le mouvement de la Terre et avec les autres planètes, ont une telle influence sur nous que nous n'imaginons même pas. Et nous sommes tellement embués dans nos querelles quotidiennes que nous ne voyons pas ce qui est à l'œuvre dans le grand univers, comme par exemple la femme qui ignore que la Lune et ses menstrues sont en relation. Vous voyez, c'est ainsi qu'on n'observe pas vraiment. Mais quand on commence par observer, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un ordre que la nature tend à imposer ou que la nature a et que les hommes ont ignoré et que la nature oblige les hommes à suivre? Et la nature obligera les hommes à suivre cela d'une manière ou d'une autre. Bien, votre développement semble faire émerger une logique pertinente. L'ère du lion au poisson, qui correspond un peu à ce que vous avez dit, l'ère du matériel, est dominée par un peu l'impérialisme que nous avons connu. Exactement, tout à fait. Dominé par l'impérialisme, dominé par le communisme aberrant, dominé par l'autoritarisme, dominé par les mensonges, d'accord, dominé par l'arnaque que constitue aujourd'hui la politique, parce que la politique est une véritable arnaque, il faut le dire.
Oui, la politique est une véritable arnaque. Vous ne pouvez pas demander à des personnes qui n'ont pas de culture spirituelle de faire de la politique. Ça n'existe pas, parce que la politique, c'est l'instance du pouvoir. Or, le pouvoir ne provient que de la force. Or, la force est d'instance spirituelle. Donc, ne peut exercer la politique qu'une personne qui a nécessairement une dimension spirituelle. Mais si vous remettez le pouvoir à une personne qui n'a pas de dimension spirituelle, donc qui n'a pas d'éthologie, c'est-à-dire une dimension éthique, qui n'a pas une dimension morale, une dimension en somme métaphysique, ben, vous donnez simplement un fusil Kalachnikov à un singe. Une chose est sûre, il va tirer dans le tas. Mais comment peut-on savoir qu'une personne est ointe d'une dimension spirituelle? Non, le vrai problème, c'est qu'il ne faut plus observer les choses en petites parties. C'est ce que nous avons eu de l'éducation impérialiste. Vous savez, le code mental africain est différent du code européen. Nous n'avons pas les mêmes codes parce que nous n'avons pas le même cultuel. Le cultuel d'un peuple, c'est sa capacité à relationner avec l'invisible, notre perception de notre relation avec l'invisible. Nous et les autres, nous n'avons pas la même perception de l'invisible, de notre relation avec l'invisible. Donc, on n'a pas le même cultuel. Comment est-ce que, si on construit le culturel à partir du cultuel, comment est-ce qu'on peut nous faire adopter une autre culture? C'est aberrant, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle l'aliénation spirituelle. C'est ce que subit aujourd'hui le peuple africain, une forme d'aliénation spirituelle. C'est-à-dire qu'on présente à l'Africain un Dieu qui ne fait pas écho dans son cultuel à lui, les comportements aberrants de ce Dieu qui ne font aucun écho en lui, on lui enseigne des process qui relèvent d'une perception culturelle différente et on veut que le noir s'intègre à cette nouvelle réalité qui entre en conflit avec son identité spirituelle. Et tant que le noir ne va pas régler ce problème à son niveau, il n'y a pas d'éducation. Il y a simplement manipulation. Donc, c'est là qu'il faut d'abord régler le problème. Il ne faut pas dire comment peut-on savoir que telle personne est honnête ou pas. Non, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'une éducation. Ça veut dire que si l'éducation elle-même, elle est faussée à la base et que notre dimension culturelle ne fait pas partie de notre vie quotidienne et que c'est d'autres cultures que nous adoptons. Et vous savez, la culture coûte cher. Quand les autres nous vendent leur culture, ils gagnent de l'argent. Qu'est-ce que l'économie? C'est la vente de sa culture. Il n'y a plus rien d'autre. Si vous arrivez à vendre votre culture, vous devenez riche. Si vous ne vendez pas votre culture, vous êtes pauvre. Les autres nous imposent leur culture, leur habillement, leur façon de s'exprimer, la façon de percevoir le monde. C'est véritablement un montage qui a été fait pour nous mettre sous leur coupe parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas être plus singe que le singe. Oui, mais justement, vos détracteurs vous diront, vous parlez dans la langue de l'autre, cela ne vous déplaît pas, vous vous habillez, vous portez les vêtements des autres sans rechigner, mais pourquoi la religion de l'autre vous pose problème? Vous savez, ces genres de réponses, je pense que ce sont des gens qui périphérisent, n'est-ce pas, le débat. Parce qu'en réalité, je n'ignore pas ma langue, je connais ma langue. Ça se passe dans la tête. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que Thomas Sankara a donné, que tous les penseurs illustres ont donné d'ailleurs. Aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez des Africains à la peau noire, mais qui ne sont pas des Africains. Oui, C'est-à-dire? vous avez des gens, des êtres humains, ils ont la peau noire, ils vivent sur le continent africain. Mais dans leur tête, ils sont habillés exactement comme les Blancs. Ils pensent comme les Blancs. Et il y a des chefs d'État comme ça, à la solde de l'impérialisme européen, occidental. C'est eux qui s'habillent vraiment en costard. Et je ne parle pas du costard extérieur, hein. Je parle du costard de leur esprit. Leurs esprits ont été bitumés et habillés exactement pour représenter les autres. C'est comme au moment de la colonisation et de l'esclavage. Vous savez, il y avait ceux qu'on appelle, comment on les appelle? Les contremaîtres. Exactement. Les contremaîtres, c'est ceux qui ont subi un formatage mental, qui se prennent plus important que les Africains eux-mêmes et qui jouent le jeu collabo de l'Europe. C'est tout. C'est eux, les vrais, qui ne sont plus des Africains. Donc ne regardez pas l'aspect extérieur. Aujourd'hui, on parle la langue de l'autre, mais on n'ignore pas notre langue. Et mieux, on sait que la langue que nous parlons provient de notre langue.
On est en mesure aujourd'hui de le démontrer, tel que je viens de vous l'expliquer. Donc, il faut comprendre une chose qui est à l'œuvre aujourd'hui. Le monde ne se fait pas tout seul. Le monde se fait dans les mains de ceux qui ont la connaissance. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ceux qui détiennent la connaissance ou qui falsifient la connaissance des autres sont en mesure de vous manipuler et de créer un monde et le superposer au monde réel. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde préfabriqué par des gens qui ont eu l'intelligence de s'accaparer de notre science traditionnelle, de créer une forfaiture carrément et de nous présenter cela à coup cher et de nous dire ceci est la vérité. Donc on est arrivé aujourd'hui à confondre la logique avec la vérité. Donc quand quelqu'un mène une logique, on dit il dit la vérité. Alors que la logique n'est pas la vérité. C'est ce qui appartient à l'Occident, la logique et le raisonnement. Nous, on a dépassé le temps de la logique et du raisonnement. On est rentré dans le monde de l'intuition. C'est-à-dire que l'Africain voit ceci, il sait que ce n'est pas bien à faire. L'Européen, lui, ou l'occidentaliste, il va te dire, oui, ceci n'est pas bien, mais on peut quand même coucher avec un animal dans un contexte donné. Est-ce que vous voyez? Alors que chez nous, Africains, on sait que les choses possèdent leur principe premier. On ne peut pas développer un peuple contre sa propre nature. Vous amenez un chien et vous dites que le chien va devenir un éléphant. C'est-à-dire que vous nourrissez le chien comme un éléphant. Vous nourrissez le chien contre sa nature. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons une nature première à nous. Nous avons notre code à nous, notre façon de relationner avec l'invisible. Nous avons créé la science spirituelle. Aujourd'hui, on nous donne une culture qui ne représente en rien notre propre dimension culturelle spirituelle et on nous dit de l'accepter. C'est ça la forfaiture. Est-ce que vous inscrivez dans ce que vous appelez contre-nature la culture LGBT? Bon, je vais vous donner des exemples très simples parce que souvent, effectivement, quand on parle de ces choses, les gens ne cernent pas et ne concernent pas bien. Dans la science traditionnelle ancestrale, il y a un principe de base. Vous savez, ce qui pose problème, c'est que les gens ne maîtrisent pas les principes ou l'abécédaire de la métaphysique ou de l'hermétisme, qui est en fait la science de Djéouti, ce que les Grecs ont précisé en Thoth Hermès. Il y a un principe fondamental qui dit que tout existant préexiste à sa propre existence. Il faut bien comprendre, tout existant préexiste à sa propre existence. Donc pour l'Africain, il n'y a pas de création ex nihilo. C'est-à-dire que les choses ne naissent pas de rien. C'est pourquoi dans la cosmogonie et dans la cosmologie africaine, on parle souvent de l'océan primordial, du Noun, qui était au commencement de tout. Et le Noun, à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelle la préexistence de toutes choses. Donc le dieu Atum n'a fait qu'en tant que représentation, manifester les choses qui préexistaient. Donc cette préexistence des choses est la nature première des choses. Donc chaque chose qui existe dans la nature possède son principe premier, son nom premier, son code premier, sa nature première. La nature première d'une chose, ainsi appelée principe, c'est la chose sans laquelle la chose ne peut pas être elle-même la chose. Est-ce que vous voyez? C'est la chose également par laquelle la chose est elle-même la chose. Et pour finir, c'est la chose par laquelle le tout est le tout. Parce que si la chose n'était pas la chose, ça déséquilibrerait le tout. À partir de ce moment où l'Africain a compris que tout est en relation avec la proportion divine, c'est ce qu'on appelle la proportion divine, le nombre d'or 1,618, l'Africain s'est dit, ok, lorsque j'approche les créations, j'approche les créatures, je m'adresse aux créatures en sachant que les choses ne m'appartiennent pas. Un arbre ne m'appartient pas. Les choses de la nature ne sont pas ma propriété, car ces choses possèdent une préexistence à mon existence. Ces choses possèdent leur principe premier. C'est ce qu'on appelle l'animisme. Le fait de reconnaître aux choses de la nature une dimension principielle et spirituelle. Et donc quand j'approche l'arbre, je sais que l'arbre est vivant, l'océan est vivant. Je sais que l'oiseau peut me parler, je peux parler avec l'oiseau.
je parle avec l'animal, je parle avec la nourriture. Parce que les choses sont vivantes, parce qu'elles sont vitalisantes, elles possèdent la vie, elles procèdent d'une nature préexistante. Je communie avec les choses et je communique avec les choses. C'est ça le code africain. Il faut bien comprendre les choses. Et donc, c'est de cette façon qu'on appréhende la réalité. Tout existant préexiste à sa propre existence. Donc, si je prends un animal, je prends le règne animal. Le règne animal évolue selon son schéma, sa codification, son principe premier. Et quand je prends chaque animal, il évolue selon son principe premier. Je ne peux pas aller prendre le principe premier de l'animal et vouloir que cet animal devienne un être humain. Est-ce que vous comprenez ça? En ce moment, c'est contre sa nature. Cet animal évolue dans son principe à lui, avec les éléments en accordance avec son principe premier. À partir du moment où je sors cet animal de son milieu et je veux l'éduquer comme un autre animal, par exemple, je veux éduquer un carnivore comme un herbivore. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je veux éduquer la tortue comme un lion, je veux en faire un carnivore. Il y a un problème qui se pose. Ça veut dire que je suis dans la contre-nature. La nature a prévu quelque chose, a donné un ordre à chaque chose, et moi je viens déplacer cet ordre pour l'utiliser pour ce pourquoi la chose n'est pas préparée. Je donne beaucoup d'exemples dans la vie quotidienne pour vous laisser poser la question. Dans la vie quotidienne, je ne peux pas, et je vais être assez vulgaire, excusez-moi, je ne peux pas prendre un instrument de cuisine comme une cuillère par exemple, avec laquelle je prépare à la cuisine, et introduire cette cuillère dans la chambre, et au moment où je fais l'amour avec madame, c'est avec la cuillère qu'on s'amuse. Et après, je retourne la cuillère à la cuisine. Et ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que je déplace les choses dans leur nature première. Et ça va créer ce qu'on appelle le désordre vibratoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir du moment où je fais des... Par exemple, j'ai un bureau à moi. Mon bureau, c'est une entreprise, ça sert à travailler. Je ne vais pas organiser un bordel sexuel dans mon bureau. Ce n'est pas fait pour ça. Est-ce que vous voyez? À partir du moment où on déplace les choses de leur milieu et on les positionne dans un autre milieu, comme par exemple, je vais coucher avec un animal, vous voyez, ça sort de ce qui est naturel. À partir de ce moment, on crée une contre-nature. Et c'est ça que l'Africain refuse et ne veut pas faire. Et c'est ça notre fondation. Or, si cette fondation-là est perdue, cette communion que nous avons avec la nature est perdue, et que cette communication qui suit la communion avec la nature est perdue, si vous nommez un responsable pour diriger un pays, il dirige quoi? Il dirige son propre désordre intérieur. Il dirige son incapacité à faire la paix entre lui et la création qui est à l'intérieur de lui. Parce qu'un autre principe dit, si tu es en quelque chose, la chose est également en toi. Si nous sommes dans la nature est en nous. Donc c'est une interpénétration. Donc si l'individu en lui-même est en désaccord avec sa propre nature, il ne connaît pas l'ordre naturel des choses et vous lui remettez le pouvoir, ben, il ne trouvera pas illogique de poser des actes illogiques parce que pour lui, il est dans une logique et comme l'Occident a montré que la logique est la vérité, ben, il va dire que sa logique est la vérité. Mais l'ordre naturel, est-ce qu'il n'est pas plutôt stagnation? Respecter l'ordre des choses telles qu'elles existent, mais d'où viendra l'évolution? Je vais vous dire quelque chose. Je crois que ce débat n'existe plus en fait. Non, excusez-moi d'être aussi direct. Ce débat n'existe plus. Vous savez, avion, appareil volant imitant oiseau naturel. Je veux dire par là, c'est un exemple banal que je donne. Ça veut dire tout simplement que l'homme ne peut pas inventer des lois qui ne sont pas déjà dans la nature. Et son rôle à lui, c'est d'être le gardien de l'équilibre de la nature. Et donc de veiller à ce que les lois de la nature qui font l'ordre, l'équilibre et l'harmonie de la nature soient préservées, quels que soient les développements technologiques qu'il fait. Il ne faut pas confondre les choses. La nature n'empêche pas l'homme de se développer. Autrement, il ne lui donnerait pas l'intelligence de pouvoir le faire. Mais on peut parfaitement se développer et être en accord avec la nature. D'ailleurs, il n'y a pas de développement qui soit en désaccord avec la nature. Ce que vous faites là, ce n'est pas du développement,
c'est du suréquipement. Vous confondez le suréquipement avec le développement. C'est-à-dire qu'il y a une course à l'armement, une course à la technologie au détriment de l'équilibre naturel. Ce n'est pas du développement. Par exemple, vous allez donner un ordinateur à un singe dans la forêt. Il va l'utiliser. Il finira par savoir ce que cette chose signifie. Mais ce n'est pas du développement. Parce que vous n'avez pas permis au singe de se développer lui-même pour atteindre sa propre dimension technologique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Afrique. En inondant le marché africain des technologies, on empêche même les esprits africains de se retrouver devant des problématiques et de créer par eux-mêmes selon leur milieu. Et du coup, on dit que l'Afrique est en retard. Parce que justement, le retard ne se mesure pas à la quantité de bâtiments construits, ni à la quantité d'équipements qu'on a. Le retard se mesure à la pauvreté d'esprit, à l'incapacité à être fertile pour pouvoir créer soi-même selon le paradigme moral et éthique que l'on a. Ou admettre des technologies nouvelles en respectant un paradigme qui est propre à notre culture, à nos traditions. Ce n'est pas du retard de chercher à être en harmonie avec la nature tout en se développant. Regardez par exemple, dans une chambre, nous mettons de l'insecticide. Après, nous allons nous coucher sur le lit. L'insecticide reste sur la natte. Quoi qu'on dise, on en respire un peu. Est-ce que vous comprenez? Avec d'autres animaux, il y a des poisons que des gens mettent. Mais ce n'est pas comme ça que nos ancêtres faisaient. Ils prenaient un animal pour en chasser un autre. Vous le savez bien. Quand on a des souris chez soi, on va chercher le chat. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on veut qu'il y ait un ordre dans la nature. Mais quand vous utilisez des pesticides, vous utilisez des engrais extraordinaires pour produire à l'échelle déraisonnable, lorsque les animaux sont génétiquement modifiés, ce qui modifiera naturellement ceux qui les consomment dans leur ADN et va les rendre malades ou va modifier leur structure adénique, si vous ne tenez pas compte de ces éléments, mais il ne faut pas que l'homme se comporte comme si ses actes ne produisaient pas de conséquences. C'est ça qui m'étonne. L'homme agit comme s'il avait tout pouvoir de faire ce qu'il a envie de faire et qu'il n'en a rien à foutre. Parce qu'un jour, un imbécile lui a écrit dans la Bible que tu domineras les créatures et il a compris qu'il pouvait dominer les créatures comme il voulait sans respecter l'ordre naturel. C'est dingue. Et pourtant, les maladies, les cataclysmes, le désordre, tout ça est là pour nous le rappeler. Mais l'homme ne voit pas. Parce que ce qui l'intéresse, c'est le profit. Ça va changer à l'ère du Verseau. Si les gouvernements ne changent pas de politique avant l'entrée dans l'ère du Verseau, ce sont les populations qui vont les chasser. Vous savez pourquoi? Parce que l'ère du Verseau qui contrapose directement avec l'ère du Lion ne donne plus pouvoir à un individu. Il donne le pouvoir à une population. C'est ça qui va se passer aujourd'hui. L'ère du Lion, avec tout son Bataclan d'air, dans les 6 aires qui constituent les aires de la matière, donne pouvoir à un individu. C'est là où on avait la royauté, le roi décidait de la vie et de mort des gens, il pouvait faire ce qu'il veut, on a le parti unique, on avait toutes ces conneries-là qui ont fusé de toutes parts, et un seul individu pouvait prétendre être plus riche qu'un peuple. Mais avec l'ère du Verseau, personne ne pourra rien faire, ça va changer. Un seul individu ne pourra pas, parce que l'ère va imposer un éveil si grand que personne ne regardera plus une personne en train de mourir d'injustice et va se taire. Ça ne se produira plus. Donc c'est ainsi que vous lisez l'actualité sociopolitique de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, caractérisée par plusieurs changements de régime à partir des garnisons militaires. Bon, il faut dire que c'est vrai que de façon générale, lorsque je vois des personnes arriver sur un plateau de télévision, c'est devenu un peu comme un leitmotiv, quoi, une chanson que chacun chante. Parce que chacun se dit, si je ne chante pas cette chanson-là, on va voir que peut-être je prépare un coup d'État. C'est incroyable. Et j'ai observé ça et c'est devenu très rigolote, quoi. Quand quelqu'un vient et dit, de principe, je suis contre les coups d'État. C'est-à-dire que chacun répète ça, quoi. Vous voyez des autorités qui commencent leur phrase par dire, par principe, on condamne les coups d'État. Mais vous n'êtes pas pour non plus. Bon, je vais vous dire quelque chose, Gilles.
je ne suis pas un individu qui soit pour ou contre quelque chose. Parce qu'en réalité, pour comprendre les phénomènes de coup d'État et de la démocratie et de coups d'État dans les démocraties, il faut retourner à l'Égypte antique. Vous savez, il y a une histoire qui a fondé la démocratie grecque. Les gens ne la racontent pas. Et c'est ça qui biaise le débat. Les Grecs étaient à la base des barbares. Ils n'avaient aucune science, aucune connaissance. Quand ils avaient commencé à visiter l'Égypte antique avec leur Platon et tout ce qui a suivi pour acquérir de la science, nos ancêtres leur avaient enseigné la logique, c'est-à-dire la capacité de produire de la pensée, disons, dichotomique, contradictoire. Comment ils sont arrivés à le leur faire? Ils ont mis en place, nos ancêtres ont mis en place ce qu'on appelle le mythe de Seth et Horus. Vous connaissez le mythe de Seth et Horus? C'est un mythe dans lequel Horus doit être roi. Seth dit que c'est à lui le trône et les deux ont commencé un certain conflit. Et donc, cette dichotomie va amener l'affaire devant les dieux. Finalement, Seth va vouloir tromper Horus, qui finalement va avoir le dessus grâce à Seth, sa mère Isis, et finalement va prendre le trône. C'est à partir de là que nos ancêtres avaient produit ce qu'on appelle la pensée démocratique. Pardon? Qui va déboucher plus tard sur la démocratie. Pour la démocratie, parce que je vais vous expliquer. Vous savez, au moment où Seth tuait Osiris, il ne tuait pas Osiris tout seul. Il avait des sbires qui étaient au nombre de 72. Ces sbires étaient appelés les soldats de Seth. Donc les soldats étaient classifiés dans le régime de Seth, c'est-à-dire du dieu Seth qui va devenir Satan pour les chrétiens. Mais ils sont les gardiens de Seth, parce qu'ils travaillent avec lui. Dans la tradition chrétienne, ces 72-là vont devenir les 72 anges, qui vont être peut-être les combattants de Dieu dans le ciel. Vous voyez un peu l'image. C'est ainsi que les choses ont évolué. Donc, on estime que Horus, qui est l'enfant de sa mère Isis, Isis qui représente encore la Maat, on dit que Horus est enfant de la Maat. C'est-à-dire que Horus est moulé dans la Maat. Et donc, la Maat représente l'ordre, l'équilibre, la justice, l'harmonie, tout ça. Il ne peut pas aller dans le sens de Isfet, qui est Seth, parce qu'il l'a déjà vaincu. Donc, on estime que lorsqu'il est au pouvoir, en tant que civil, vous voyez ce que je veux dire? En tant que civil, les forces sétiennes qui sont en relation avec les 72, c'est-à-dire les soldats de Seth, n'ont normalement pas l'opportunité ou l'occasion d'envahir l'Égypte. Parce que, justement, Horus ne commet aucun acte illicite pouvant obliger, n'est-ce pas, ces soldats entre griffes à prendre le pouvoir. Mais il y a eu d'autres récits dans lesquels des pharaons qui n'étaient pas en accord avec la Maat ont provoqué la colère de Seth. Et donc, qu'il est arrivé que dans les légendes, ces soi-disant anges, enfin 72 soldats de Seth, ou Seth lui-même, ont pu donc prendre le pouvoir sur le trône d'Égypte. C'est une histoire qui raconte tout simplement que lorsque celui qui est le civil, qui est aux commandes des affaires, il est dans la Maat, c'est-à-dire dans l'ordre, dans la justice, dans l'équilibre, dans l'harmonie, il organise la cité conformément aux lois universelles, le nombre d'or, la proportion divine, il n'est pas de raison que la cité soit envahie par ceux-là même qui sont les gardiens de la cité contre l'extérieur. Parce que Seth est supposé être gardien de la cité contre l'extérieur. C'est pour ça que dans la barque de Ré, il était toujours en avance de la barque de Ré et il luttait contre le serpent Apophis pour qu'il n'y ait pas fin du monde. C'est une allégorie qui montre qu'il est le vrai combattant quand il s'agit de combattre les pouvoirs extérieurs à l'Égypte, mais il n'est pas légitime pour prendre le pouvoir au cœur de l'Égypte. Est-ce que vous voyez? Parce que Seth, il est émasculé. Il n'est pas un homme. Il n'est pas fertile. Il n'est pas sexuellement productif. C'est pourquoi il est dieu du désert, là où il ne produit rien. C'est pourquoi sa femme Nephthys est devenue maîtresse de Osiris et lui a fait un enfant Anubis. Lui-même,
il est enragé parce qu'il est impuissant. Donc il ne produit pas. Du coup, on estime que ces gens-là, qui sont les gardiens de la cité, n'ont pas les capacités spirituelles, puisque tout part de la spiritualité, n'ont pas les capacités spirituelles et symboliques pour prendre un pouvoir, parce que dans leur gène à eux, ce n'est pas comme ça, ils sont codifiés pour produire la fertilité au sein de la cité. Mais que normalement, c'est quelqu'un qui est comme Horus, qui doit régner. Or, les descendants d'Horus étaient les pharaons, ceux-là qui étaient les enfants de la Maat, ceux qui restaient dans l'équilibre. Malheureusement, et c'est là la tragédie, l'histoire retient que chaque fois qu'un pharaon n'était pas en harmonie avec la Maat, les forces qui étaient en mesure de garder la cité contre l'extérieur se retournaient contre lui et lui arrachaient le pouvoir. Donc ce qui se passe aujourd'hui ne nous étonne pas, parce qu'en réalité, pour dire la vérité, les choses se produisent parce qu'il y a une cause aux choses qui se produisent. Est-ce que vous comprenez? Les choses ne se produisent pas ex nihilo. Il faut que l'homme arrête d'être irresponsable. S'il y a ceci, c'est parce qu'il y a eu ça. S'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Donc, s'il y a eu coup d'État, il faut aller chercher quelles sont les raisons qui ont fait qu'il y a coup d'État dans coup d'État et il y a sur coup d'État, par exemple, au Burkina. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi le peuple a besoin? Pour que ceux qui sont les gardiens contre l'extérieur se rebellent pour venir prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui ne bouge pas? Est-ce que vous voyez? Parce que si vous ne réfléchissez pas comme ça, ce qui va se passer, c'est que vous serez contre la nature. Parce que la nature estime que si les choses ne vont pas dans ce sens et que vous les obligez à aller dans un autre sens, c'est que vous provoquez un désordre qui a sa propre causalité. Donc, je suis désolé. Nous allons revenir au cas concret. Oui. Tout à l'heure, dans la seconde partie de cette émission, bon, okay. les téléspectateurs pourront même vous poser des questions au plus 228 96 46 10 31, notre numéro habituel. Vos questions par WhatsApp, le grand maître se fera le plaisir de vous répondre. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite pour la seconde partie de numéro de forum.